points absolument nécessaires sur ma tenue du jour. Déjà, dans un premier temps, j'ai déniché cette chemise un peu trop grande pour moi dans un vide-grenier à seulement 1 €, avec, comme vous pouvez le voir, un magnifique motif canard. Et pour le bas, cette jupe que je porte absolument tous les jours parce qu'elle est tellement confortable, c'est le vêtement le plus confortable que je possède, donc c'est la jupe parfaite parce que déjà elle est belle, elle est fleurie, elle a des boutons et en plus, cerise sur le gâteau, elle a des poches. Évidemment, ce qui explique que cette jupe soit aussi parfaite, c'est le fait qu'elle soit faite main. Ma lecture du moment, c'est Jacaranda de Gaël Faye. Et si vous ne le saviez pas déjà, j'adore Gaël Faye, qui est un auteur, compositeur, interprète. Bref, il a beaucoup de choses à faire dans la vie. C'est un rappeur qui a déjà sorti plusieurs albums. Et Jacaranda, c'est son deuxième roman. Son premier roman, Petit Pays, a notamment gagné le prix Goncourt des lycéens en 2016, si je ne m'abuse. Et on attendait son deuxième roman avec grande impatience. En tout cas, moi, j'attendais son deuxième roman avec grande impatience. Et 8 ans après, Jacaranda est sorti. Et mon objectif, c'est de terminer Jacaranda ce week-end ou lundi au plus tard, parce que lundi soir, je me rends à une rencontre avec Gaël Faye. C'est un format de rencontre que j'ai déjà fait et que là, je vais faire pour la 3e fois. J'ai déjà rencontré Alain Damasio et Édouard Louis. Je vous en ai pas parlé, mais j'ai rencontré Édouard Louis. Et vraiment, si vous suivez ma chaîne, vous savez à quel point c'est l'une de mes personnes préférées et l'un de mes auteurs préférés. Donc j'ai rencontré Édouard Louis, je lui ai parlé, il a dédicacé un de mes romans préférés de lui. J'étais la plus heureuse ce jour-là. Et là, je vais rencontrer Gaël Faye dans cet endroit-là. C'est un temps de questions-réponses. D'abord avec une personne, je sais même pas qui sont les personnes qui posent des questions, mais une personne qui pose des questions. Et ensuite, dans un second temps, des questions de la part du public. Et ensuite, il y a un temps donné aux dédicaces. J'aimerais beaucoup me faire dédicacer mon deuxième livre de Gaël Faye parce que mon premier livre de Gaël Faye est dédicacé parce que j'ai déjà rencontré Gaël Faye il y a 2 ans et je l'ai même interviewé pour la radio dans laquelle j'ai fait mon service civique à ce moment-là. C'est l'un des meilleurs moments qui m'est arrivé pour l'instant dans ma vie. Donc là, je suis trop contente de le rencontrer une deuxième fois, même si, comme d'habitude, à chaque fois que je rencontre des auteurs, j'ai peur de ne pas savoir quoi dire. Donc je me dis que, comme mes dernières rencontres avec Christelle Dabos, avec Édouard Louis, je vais finir par trouver quelque chose à dire. Donc mon objectif, c'est d'ici ce moment, réussir à terminer Jacaranda. C'est l'objectif que je me donne et je pense que c'est faisable, je suis rendue à la moitié. C'est quoi ces prix pourris? D'où elle fait ses places aussi chères, madame? Oh, pourquoi c'est si cher? Je demande ça en cadeau d'anniversaire de la part de ma maman. Je vais lui dire maman, j'ai pris des places pour Alizé, elle va faire oh, et du coup elle va bien vouloir me les payer. J'ai payé. J'en ai bien pris 2 billets, catégorie 4. Je t'explique ça vite fait. En gros, je trouvais que sur le site de l'Olympia, c'était mieux expliqué. Donc j'ai commencé à faire le processus sur le site de l'Olympia. Et là, j'ai vu que c'est soit on retire le billet là-bas pour 3 €, soit ils nous envoient le ticket en e-ticket pour 1,80 €. Et j'étais en mode, mais tu te fous pas de ma gueule. C'est cher. Donc, après je suis passée sur Ticketmaster et j'ai vu que pour avoir un e-ticket, c'est 1,60 €. Donc j'ai gagné 20 centimes dans l'histoire. C'est quand même triste que j'ai des billets de concert pour voir Alizé, mais que ça me rend pas heureuse parce que je suis juste stressée pour l'argent. Parce que là, je vais être à découvert. J'ai mes places pour voir Alizé.
à l'Olympia pour ses 25 ans de carrière. Alizé, c'est toute mon enfance. J'ai le vinyle de Gourmandise, qui est un de mes albums préférés du monde, donc je devrais être la plus heureuse d'aller voir Alizé en concert. Ça va réparer mon enfant intérieur. Mais je suis stressée parce que ça m'a coûté cher. J'ai encore vendu mon âme à Ticketmaster. Ça va? Check. C'est bien. Tu veux bien que je me mette dans ton lit? Tu acceptes que j'aille dans ton lit, ma fille? J'ai pas de nourriture pour toi. Je n'en ai pas. Ah, le chapitre fait 25 minutes. Il me reste 20 minutes de cuisson. Les calculs ne sont pas bons. Des fois, je suis vraiment Suzanne la conne. Je me suis précipitée sur mes muffins parce que j'ai vu leur couleur et je me suis dit qu'ils étaient cramés. Mais en fait, j'avais complètement oublié que sur certains, j'avais rajouté du cacao juste pour tester. Donc en fait, ils sont pas cramés, mais ils ont plus cuit que je l'aurais aimé. On n'a pas trouvé. On avait souvent associé au Rwanda, alors que dans mon esprit, c'était un roman qui parlait du Burundi de l'enfance, de ce parcours. Des hot dogs, mais bien évidemment végétarien. Des gnocchis. On a pris des émincés aussi qui sont la meilleure chose sur cette planète Terre.
de boulettes et des pavés fromage soja et blé. Incroyable. Hop, allez, manger ça. Hop, allez. Vous voyez l'expression l'envers du décor? Eh bien, je la comprends maintenant que je vois tous les objets répandus sur la table face à moi, mais que vous ne voyez pas, grâce à la magie de la caméra. J'ai quelques petites choses à vous montrer, notamment ce colis Fairyloot. Je dois vous l'avouer, je l'ai déjà ouvert. Mais j'ai quand même pas trop regardé le livre qui est à l'intérieur. Fairyloot a lancé leur propre réédition des tomes de Heartstopper. Je crois qu'il y a à peu près un tome par an et c'est des volumes en hardback avec une illustration sur le hardback. Ce sont vraiment de très beaux livres et en plus un certain nombre est dédicacé. Ce qui est positif mais qui en même temps est un bourbier impossible, c'est que le public de manière générale il y a un jour précis où ils peuvent se connecter sur le site pour acheter l'un de ces tomes. Mais nous, qui avons déjà acheté un tome auparavant, on a ce lien en avance. Et donc forcément, quand tu reçois le lien en avance, bah, tu te dis bah, autant l'acheter, quoi. Surtout si c'est un livre dédicacé, tout ça. Puis en plus, je trouve que ça pourrait être plus cher. Je crois que c'est 20 livres. Le livre, alors, je considère que 20 livres, c'est quand même... Enfin, tout le monde ne peut pas se le permettre, ça on est bien d'accord. Mais pour la beauté du livre et tout, ça m'aurait pas étonné qu'il se fasse plus de sous là-dessus. Donc, mais ça aussi, ça me pousse à acheter. Bref, vraiment, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je me fais pas souvent plaisir sur les beaux livres, tout ça, je m'en fiche un petit peu en fait. Mais pour les tomes d'Heartstopper, je trouve vraiment ces éditions très belles. Donc, je me fais plaisir. Surtout que heureusement ils en sortent pas un tous les 2 mois, c'est quand même assez répandu dans le temps. Et donc récemment j'ai reçu le tome 4 de Heartstopper dans cette édition et surtout au début j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je dépense des sous là-dedans? Sauf que le tome 4 c'est mon tome préféré. Bon, j'adore le tome 3 aussi mais je me disais le tome 4 je peux pas passer à côté. Tu vois le tome 5 encore, je suis pas encore certaine de le prendre. Donc ouvrons ça ensemble. Bon là je vous mens un petit peu parce que je l'ai déjà ouvert, il y a un papier aussi avec, je sais pas où je l'ai mis. Ah bah il est là. Hop. Le papier Fairyloot. Et le plus important, regardez comme il est beau. Le dos est doré et ça fait des reflets à la lumière. En hardback. Le titre également a des reflets dorés. Et on va retirer la jaquette, l'intérieur, des cœurs jaunes sur un fond violet. Et l'illustration sur le hardback, qui est très jolie, mais c'est pas la plus belle illustration parmi les 4 tomes. Je trouve que Charlie, je sais pas, il y a un peu trop d'encre sur son visage, du coup je sais pas. La petite dédicace en plus, qui fait quand même plaisir. Et puis après, c'est le tome tout à fait normal. Voilà, il est très beau. Je pense quand même que je vais prendre le tome 5 parce que j'ai commencé la collection, ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Mais voilà, je ferai pas ça pour tous les livres que j'aime parce que sinon ça dépense quand même de l'argent. À part ça, je voulais vous présenter ce que j'ai acheté au vide-grenier où j'ai été exposante. C'était la première fois que moi-même, en tant qu'adulte responsable, j'étais exposante dans un vide-grenier parce que j'en ai déjà fait avec mes parents quand j'étais plus petite. Mais forcément, c'est pas moi qui faisais les transactions, j'aidais à installer, mais vraiment très peu, je m'ennuyais beaucoup. Et ça faisait pas mal de temps que je voulais moi-même être exposante dans un vide-grenier, parce que j'adore les vide-greniers, donc je voulais essayer une fois. Et surtout, avec mon amoureux, on a accumulé beaucoup de choses dont on ne se sert plus, ou alors des choses qu'on n'aime plus, mais comme on se sent mal à l'idée de s'en débarrasser, ben on les met dans notre maison. Et puis aussi... Voilà, histoire d'avoir un petit peu plus d'argent pour arrondir la fin de mois, on s'est dit que ce serait une bonne expérience de tester, de faire un vide-grenier. Et j'ai adoré l'expérience. Comment vous dire que je ne me suis pas ennuyée un seul instant entre les personnes qui sont venues à notre stand
et la pluie aussi. À un moment, il y a eu de la pluie. Donc il fallait mettre la bâche et tout. Et entre ça, plus les petits tours que je faisais dans le vide-grenier, il n'y a pas eu un moment d'ennui. Alors que je me disais, j'ai pris mon livre, je me suis dit c'est sûr qu'à un moment, le temps va être long, et en fait pas du tout. Et on a quand même gagné pas mal d'argent. On n'est pas Crésus, hein, évidemment, mais on a quand même bien arrondi notre fin de mois, donc ça a été une super première expérience. Donc je pense qu'on va la retenter. J'étais exposante, mais j'ai quand même fait des tours dans le vide-grenier, évidemment. Et j'ai trouvé des petites pépites. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de vous les présenter. Parce que la seconde main, parce que les objets vintage, la seconde main, c'est vraiment devenu une passion. C'est peut-être une passion qui peut paraître étrange aux yeux de certains. Mais c'est le cas pourtant. La première trouvaille que j'ai faite à ce vide-grenier, c'est ce peignoir. J'ai vraiment un problème avec les vêtements colorés. Je vois un vêtement au loin avec des couleurs vives et surtout des couleurs un peu dépareillées, comme là par exemple, je sais pas si ça se voit, mais un bouton vert, un bouton bleu, un bouton vert, un bouton bleu. J'ai vu ça de loin, je me suis rapprochée, j'ai regardé ce que c'était. Et au début j'ai cru que c'était j'arrivais pas à savoir si c'était un peignoir ou une veste, et la dame m'a confirmé que c'était un peignoir. Et on a discuté avec la dame, elle était trop gentille, et en plus c'était que 1 euro. Ah oui, je vous ai pas montré aussi, là il y a un logo en dessin, je sais pas trop ce que ça représente, c'est un patchwork de petits carrés. Et là il y a un papillon. On a aussi trouvé cet objet que je trouve incroyable. C'est tout simplement un objet qui sert à disposer des choses à l'intérieur, mais en fait vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je sais pas si de base ça a un rôle précis, mais nous en tout cas on s'en sert dans la cuisine pour mettre l'huile d'olive, voilà, les petits flacons comme ça. Et c'est en forme de vélo. Et vraiment quand je l'ai vu, j'ai craqué. Avec le motif de fleurs en plus, je trouve que c'est magnifique, et en plus dans une cuisine ça apporte une touche d'originalité, un cachet en plus. Donc je suis ravie de cet achat. On l'a payé 4 euro. Dans ce vide-grenier, j'ai également trouvé un objet. Je l'ai vu, je savais que j'allais repartir avec, comme si j'avais eu la vision. Je l'ai tout de suite vu dans ma cuisine. Bon, après j'ai oublié que mon but dans la vie c'était de devenir végane. Alors pareil, c'est un objet, je saurais pas vous dire le nom précis, mais en tout cas c'est un objet qui sert à disposer les œufs à l'intérieur. C'est des coquelicots aussi, je pense, les fleurs qui sont dessinées. Vraiment, j'ai craqué directement. Et en plus de ça, je l'ai eu pour la modique somme de 1 euro. À ce même stand, j'ai repéré une paire de boucles d'oreilles que j'ai tout de suite adorées pour la modique somme de 50 centimes. Mais le petit problème, c'est qu'elles se sont cassées. Mais c'est facilement réparable. Ce sont tout simplement de tout petits nœuds papillons bleu marine. Je voulais également en profiter pour vous présenter d'autres objets que j'ai achetés au cours de 2 autres vide-greniers. Déjà, arrêtons-nous un instant sur ce petit cœur. J'ai un problème avec les peluches qui portent des vêtements. Les peluches d'animaux qui portent des vêtements, c'est l'une de mes plus grandes faiblesses. Comme beaucoup de personnes, je pense, j'ai beaucoup trop de peluches chez moi. Mais là, j'ai dit à mon amoureux, je sais qu'il faut plus que je m'achète des peluches, mais là, je ne peux pas faire autrement, et il m'a comprise. Parce que c'est un ours. Déjà, regardez-moi ses vêtements, les couleurs automnales, magnifiques, sa petite casquette, son petit béret, motif tartan, vraiment parfait, ses petites lunettes, et en plus il lit un livre. Là c'est pareil, je l'ai vu, je savais que j'allais repartir avec, et en plus il coûtait 2 euros, donc voilà, que vous dire de plus, je l'aime. Je sens qu'il a quelque chose à l'intérieur, et je pense qu'avant, quand on appuyait sur un bouton, il pouvait lire le livre qui était là, donc sauf que là ça ne fonctionne plus je pense, mais bon, moi je l'ai pas acheté pour ça. Je vais le mettre là. Voilà, comme ça, il trône fièrement à côté. C'est également dans ce vide-grenier que j'ai acheté la chemise verte avec des canards que je portais au début de ce vlog. On est également tombé sur ce mug qui reprend la grande vague de Kanagawa, qui est un tableau qui est absolument magnifique. En plus, il était dans sa boîte. Donc immédiatement, on est tombé sous le charme de cette tasse, mais quand on a demandé le prix au monsieur, déjà j'ai dit à Tom, je lui ai dit, parce que Tom la voulait, je lui ai dit, je sens, vu qu'il y a la boîte, etc., je sens que ça va pas être juste 2 euros. Et Tom il me disait, mais non, il est pas très habitué au vide-grenier, mais moi tu vois j'ai la vibe, tu vois, des fois je sens quand les choses vont être un peu plus chères. Et en effet, le monsieur du stand nous a dit 10 euros. Et en fait, comme la tasse est vraiment très belle et qu'il y avait la boîte, je pensais qu'elle venait d'un musée, par exemple, que le monsieur il avait été au musée
du peintre Opuusai, qu'il l'avait acheté dans une boutique de souvenirs. Donc je me suis dit, peut-être que les 10 euros, finalement, c'est compréhensible. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, le monsieur nous a dit qu'elle venait d'Amazon. 10 euros pour une tasse qui vient d'Amazon, c'est quand même un peu abusé, surtout dans un vide-grenier, dans le contexte du vide-grenier. Et au final, on a réussi à la négocier à 6 euros. Donc ça va pour une tasse qui est quand même très belle. Et en dernier lieu, après c'est terminé, je voulais aussi vous présenter des objets que j'ai achetés au dernier vide-grenier où j'ai été, qui était là, ce dimanche-là. Déjà, j'ai acheté 7 bagues, 50 centimes. En ce moment, j'ai un truc avec les bagues. Par exemple, j'ai acheté celle-ci, pareil dans un vide-grenier, mais au tout début du mois de septembre. Et je la trouve absolument magnifique. Je l'ai eue pour 1 euro. Elle est sublime, je veux tout le temps la porter. Sinon, j'ai également acheté ces très beaux coquetiers. Voilà, les fleurs, le motif. On a également eu un coup de cœur pour un très bel objet. Je pense que ça va pas rendre grand chose à la caméra, surtout si elle s'assombrit de cette manière. Mais je ne sais pas à quel point on voit. C'est une carte du monde qui est très vieille et qui est sur un très beau papier. Et voilà, je la trouve trop belle. Et en plus, je m'attendais à ce qu'elle soit pas mal chère, entre guillemets, et il nous l'a fait à 50 centimes pour cette super belle carte. Donc on est reparti avec, autant vous dire. Sur ce même stand qu'on a un peu dévalisé, on est aussi reparti avec cette statue. Je sais que ça fait très bourgeois, mais je sais pas comment vous expliquer, je trouve ça très beau. Et au début, je voulais pas forcément la prendre parce que je me suis dit c'est pas nécessaire. Mais Tom, il me disait mais si, regarde, elle est que à 2 euros et on pourrait la mettre dans la salle de bain, ça fera joli. Donc vraiment, c'est de sa faute. Ses cheveux font un nœud en haut de la tête. Je la trouve très belle. Donc elle trône fièrement dans notre salle de bain désormais. Et aussi, le dernier objet qu'on a acheté à ce stand, c'est une lampe à huile. Elle va nous servir de décoration parce que je pense pas qu'elle puisse être utilisée. Peut-être, je ne suis pas sûre, mais en tout cas pour l'instant, on s'en sert en tant que décoration. Et ensuite, c'est pas le meilleur pour la fin, je sais pas pourquoi, c'est le dernier élément que je pense à vous montrer. Donc on finit pas forcément en beauté, mais c'est quand même des objets que j'aime bien. J'ai repéré ces torchons. Vraiment pour finir en beauté ce haul. Celui-ci, je vous avoue qu'on est en train de l'utiliser, donc c'est possible qu'il ne soit pas 100% propre, mais j'ai tout de suite adoré le motif avec les poules et les oies. Et en plus les oies, elles portent un ruban autour du cou, un nœud papillon. Donc voilà, je l'ai trouvé très joli ce torchon. Donc voilà, je vais vous le prendre. Et le deuxième torchon que j'ai choisi, je l'ai pris parce que déjà je trouve la matière très originale pour un torchon. En fait, au final, peut-être qu'en fait c'est un set de table, mais il n'y avait pas d'autre, c'était le seul. Je l'ai trouvé original et en plus il a des motifs de citron brodés dessus. Donc les deux pour 1,50 €, c'est très ok. Et sur ces magnifiques torchons, je pense que c'est tout ce que je voulais vous présenter. C'est quand même déjà pas mal d'objets. Surtout ce que je trouve important à dire, c'est quand vous avez des enfants dans votre entourage, mais en fait les gens, la majorité de ce qu'ils vendent c'est des objets pour enfants, parce que comme un enfant ça grandit vite, notamment les vêtements, ben en fait dans les vides-greniers les gens vont vendre des vêtements qui ont été utilisés un mois, si ce n'est juste un peu plus, mais à genre 1 ou 2 €, parce que bah, les vêtements sont chez eux, ils s'en servent plus, donc ils veulent s'en débarrasser, mais le vêtement est quasiment neuf en fait. Et même les jouets, etc. des enfants, souvent ils n'ont pas été beaucoup utilisés, donc moi franchement je conseille les jeunes parents, s'il y en a qui me regardent, mais vraiment les vides-greniers c'est du pain béni. Si je n'ai pas pu trouver dans tes yeux la lumière, c'est que ton cœur a lâché tes poumons. Une rivière dans le château des secrets. Tu es le moins âgé, tu en connais les secrets. Tu les dis pour pas les oublier. Ah,
vas pas manger l'oiseau. Je lis Bitchery en ce moment et c'est pas vraiment une réussite. Je pense que ce qui a pas arrangé la situation aussi, c'est que le début, c'est les mêmes éléments que dans The Dead Romantics que j'ai lu au mois de juin. The Dead Romantics que par ailleurs j'ai pas beaucoup aimé, mais on retrouve une fille en deuil d'une de ses personnes préférées, qui est autrice et qui fait face au syndrome de la page blanche. Et je trouve aussi que les dialogues, c'est vraiment le genre de dialogue, j'en peux plus de lire des dialogues comme ça, où c'est vraiment les deux personnages, ils communiquent, mais qu'à travers des phrases un peu ironiques, un peu sarcastiques, pour montrer qu'ils ont le même humour, mais en fait lire que des dialogues où c'est tout le temps ça, parce que si c'était une petite phrase sarcastique de temps en temps, c'est très bien, y a pas de souci, mais là, t'as des dialogues entiers où c'est que du sarcasme et des phrases ironiques et oh, c'est pas du tout ma came. Bon, je vais rentrer Zora avec moi avant qu'elle ne mange un oiseau ou parce que là elle est matrixée par l'arbre. Malheureusement, ce qui a fait que ce mois était un petit peu pénible de mon côté, c'est que voilà, là je vais tout vous dire sur la réalité de la vie de freelance, c'est que je n'ai eu aucune rentrée d'argent en ce mois de septembre. Donc voilà, vous pouvez comprendre que c'est un petit peu pénible. Donc en gros, ce qui fait que j'ai travaillé au mois de septembre pour avoir aucun argent, et je sais que c'est pour le futur et que la Solène du mois d'octobre sera contente d'avoir travaillé pour recevoir l'argent du mois d'octobre, mais c'est vrai que c'est très frustrant de se dire j'ai travaillé ce mois-ci mais je n'ai rien. Ce mois a été aussi marqué par quelque chose que je vis tout le temps, c'est que j'ai l'impression d'être toujours en attente de quelque chose. Et à chaque fois j'essaye de mettre en place des choses et ça prend pas. Ou alors, mais c'est moi-même hein, le problème là-dedans en fait. C'est que souvent je me dis ah ce mois-là, il s'est pas passé grand-chose et tout, mais il faut que je me dise que c'est aussi moi. Moi je n'ai pas fait grand-chose pour avancer dans mes projets. Il faut que j'accepte et que je mette en place une organisation pour vraiment me dire cette chose que j'ai envie de mener à bout. Bah, il faut pas que j'attende d'avoir plus rien de prévu pour le faire, parce que j'aurai toujours des choses de prévues. On aura toujours des choses de prévues en fait, que ce soit au niveau professionnel, mais que ce soit aussi tout simplement au niveau de l'habitation, le ménage, l'administratif, mais aussi, bah... en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression que je veux tout faire dans ma vie. Je veux lire beaucoup de livres par mois, je veux écrire, et beaucoup écrire pour avoir un... voilà, j'ai envie de mener mes projets d'écriture à bout, j'ai envie de faire du montage pour publier des vidéos, et en publier assez régulièrement. Et tout ça avec tout plein d'autres projets que j'ai envie de faire, parce que j'adore faire des jeux de société aussi, comme vous pouvez le remarquer. Je fais partie d'une association de jeux de société, donc on se retrouve souvent pour faire des jeux de société, et c'est un truc qui m'apporte tellement de sérotonine, donc j'ai envie de continuer de le faire. Puis j'ai envie de passer du temps avec mes filles, mes animaux, avec mon amoureux. Et j'ai envie de tout faire. J'arrive pas à savoir si c'est possible de le faire ou pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui arrivent à faire plein de choses, et qui vont te dire mais si 24 heures c'est suffisant dans une journée, il faut juste ne pas rester sur son téléphone et tu pourras tout faire dans ta journée. Et oui, et en même temps j'ai l'impression que non, quand même. J'arrive pas à savoir ce qui est la vérité là-dedans. Est-ce que oui t'as le temps de tout faire, ou est-ce que bah non, faut se rendre à l'évidence que non, tu as pas le temps de tout faire. J'arrive pas à savoir, mais je pense que tout simplement il faut que je me rende compte de ce que j'ai envie dans ma vie et que j'établisse des priorités. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai beaucoup d'envie, et là j'ai envie de mettre en place une organisation, et toutes ces choses que je repoussais, j'ai envie de les prendre et de les faire, et de pas me dépêcher, de pas rusher les choses, parce que je trouve que c'est important de prendre son temps, de faire les choses. La vie, c'est comme quand on écrit un livre en fait, et un livre, oui, on peut écrire un premier jet en 2 secondes, c'est tout à fait possible, mais après, pour que le livre soit le meilleur possible, c'est bien de laisser le temps faire son effet et de le laisser peaufiner. Parce qu'après, en laissant du temps, on a un regard plus neuf, et donc on peut plus se rendre compte des choses qui ne vont pas et des choses que justement on veut rajouter dans le récit. Et j'ai l'impression que la vie, c'est un peu la même chose. Et j'ai l'impression que toutes nos activités, c'est un petit peu la même chose. Je pense que tout simplement, comme dans tout dans la vie, il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver l'équilibre entre faire les choses, ne pas attendre que ça nous tombe dessus et essayer de s'y mettre un peu, mais quand même prendre son temps, parce que
la vie, on nous demande quand même d'être tout le temps productif et d'apporter des choses à la productivité de la société. Et c'est pas quelque chose, je pense que vous me connaissez, c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément et qui sont dans mes valeurs, donc c'est pas moi qui vais vous dire de le faire. Mais j'ai quand même envie de prendre le temps. Oui, c'est ça. En fait, plutôt que de me dire allez là, on y va, on fait plein de choses, on dort plus tellement on veut faire de choses, c'est surtout que je vais essayer de prendre plus de temps pour faire des choses que j'aime, quitte à sacrifier certaines autres choses. Je sais qu'au premier abord, jouer à des jeux de société, c'est pas ce qui paraît le plus productif dans mon emploi du temps, mais ça c'est quelque chose que je sacrifierai jamais, parce que c'est tellement important pour moi. Et surtout les jeux de société, vraiment je pourrais écrire une thèse sur les jeux de société, mais vraiment ça nous rapproche tellement entre personnes. Et vraiment déjà quand tu rencontres des gens que tu connais pas trop, un jeu de société c'est tellement l'activité parfaite pour briser la glace, et ça permet de renforcer des liens et tout. Et pour les enfants c'est hyper bien parce que il y a beaucoup de jeux de société qui t'apprennent non seulement des choses manuelles mais aussi des choses par rapport à la réflexion, tout ça. Donc bref, les jeux de société c'est tellement utile dans la vie. Et c'est quelque chose aussi que je trouve important à mettre en avant, c'est que il faut choisir les choses à sacrifier, mais il faut pas se dire ah tout ce qui n'est pas objectivement productif je le sacrifie. Non, il faut tout simplement faire la liste des choses qu'on veut dans la vie et des choses qu'on aime et essayer de faire une hiérarchie, mais en même temps, est-ce que faire une hiérarchie entre les choses qu'on aime c'est bien? Je pense qu'il faut peut-être se donner des objectifs au moment précis. Là, à ce moment précis, c'est quoi mon plus grand objectif? C'est quoi mon plus grand rêve que je veux réaliser actuellement? Et essayer de faire plus dans notre journée des choses qui se rapportent à ce grand objectif, et chaque mois ou chaque semaine, l'objectif change. Je sais pas trop encore parce que je me rends compte que j'essaye de trouver une manière d'être organisée, de faire les choses que j'aime, tout en n'étant pas dans une idée de production et on se gâche la vie dans ce système capitaliste, tu vois. Pour conclure ce vlog, je voulais revenir avec vous sur les livres que j'ai lus ces derniers temps et que vous avez pu entreapercevoir au cours du vlog. Notamment, au début du mois de septembre, j'ai lu Jacaranda de Gaël Faye, et ce petit post-it avec mon prénom écrit dessus, c'est lors de la rencontre avec Gaël Faye. Il y avait énormément de monde, donc il fallait aller assez vite. Donc il y avait une dame qui passait dans la file pour nous donner des post-it et un stylo pour écrire notre prénom. Et je sais pas si c'est pour que Gaël Faye puisse écrire nos prénoms sans faute, ou si c'était pour aller plus vite, pour pas qu'il nous dise alors c'est quoi ton prénom et tout. Comme ça il sait directement, il prend le papier, il recopie. C'était peut-être un peu des deux, mais voilà. Donc je garde le papier dans le livre. Ma belle dédicace de Gaël Faye. Donc j'ai 2 romans de Gaël Faye et j'ai 2 dédicaces, donc je suis ravie. Quel secret cache l'ombre du jacaranda, l'arbre fétiche de Stella? Il faudra à son ami Milan des années pour le découvrir. Des années pour percer les silences du Rwanda, dévasté après le génocide des Tutsis. En rendant leurs paroles aux disparus, les jeunes gens échapperont à la solitude et trouveront la paix près des rivages magnifiques du lac Kivu. Sur 4 générations, avec sa douceur unique, Gaël Faye nous raconte l'histoire terrible d'un pays qui s'essaie malgré tout au dialogue et au pardon. Comme un arbre se dresse entre ténèbres et lumière, Jacaranda célèbre l'humanité, paradoxale, aimante, vivante. Comme vous l'aurez compris entre les lignes du résumé, dans Jacaranda, on suit Milan, qui vit en France et qui ne sait pas grand-chose, si ce n'est rien, sur le pays dont est originaire sa mère, le Rwanda. Et à la télé, il découvre le génocide des Tutsis, mais il ne sait pas grand-chose de ce qu'il se passe. Il ne comprend pas pourquoi il se passe ce qu'il se passe. Il ne saisit pas l'ampleur du drame. En même temps, il a 11 ans quand ça arrive. Et surtout, sa mère, Venantia, d'ailleurs c'est un trop beau prénom, j'aime trop le prénom Venantia, ne parle pas. Elle ne veut pas parler du Rwanda, c'est un passé qu'elle veut enfouir derrière elle. Et on suit Milan revenir sur les traces de son histoire, mais aussi sur l'histoire de son pays, et son histoire, mais aussi sur son avenir. Le génocide des Tutsis au Rwanda est vraiment au cœur du récit, c'est le sujet principal du roman, mais Gaël Faye nous parle aussi du Rwanda au-delà du génocide, ce qu'est ce pays dans ses paysages, dans sa culture, dans ses rues, dans ses habitants. Et notamment ça c'est une réflexion
un moment qu'il pose dans le récit et je me suis dit, je n'y ai jamais pensé et en fait c'est tellement évident. Il nous parle beaucoup des générations actuelles du Rwanda. Dans le roman, on suit une temporalité très longue, à peu près de 20 ans, si ce n'est plus, 30 ans. Non, à peu près 25 ans, donc une grande temporalité. Et donc on suit les années actuelles au Rwanda et notamment des personnages jeunes, tout jeunes étudiants qui viennent de passer le bac. Et au travers des dialogues avec ces personnages, on se rend compte du poids que représente ce passé pour les générations rwandaises actuelles, les jeunes rwandais qui, par exemple, s'ils vont faire leurs études à l'étranger et qui disent « je viens du Rwanda », tout le monde va penser au génocide. Et Gaël Faye, il pose vraiment cette question où à la fois c'est tellement important de faire passer l'information et de continuer de parler de ce qui s'est passé pour ne pas que ça tombe dans l'oubli, mais en même temps, est-ce qu'on se rend compte du poids que c'est pour les jeunes générations rwandaises actuelles qui ont envie de vivre et d'espérer au-delà du passé. Et on sent qu'ils ne veulent pas oublier, mais à un moment, je me souviens d'un personnage qui dit « Bon, des célébrations, on en a chaque année, mais est-ce qu'on peut un peu voir autre chose, faire autre chose? Le Rwanda, c'est autre chose. » Il y a beaucoup de dialogues comme ça, de personnages qui se répondent « Bah oui, mais en même temps, c'est important d'en parler. » Et on sent que Gaël Faye, il écrit tous ces dialogues, mais sans avoir un... C'est pas qu'il a pas d'avis, c'est juste, je pense en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, c'est vraiment, en fait, il n'y a pas de réponse. Les deux ont raison. Oui, il faut en parler, mais en même temps, on ne peut pas blâmer les jeunes générations rwandaises de... Quand ces personnes disent « je viens du Rwanda », il faudra peut-être arrêter tout de suite de dire « ah, le génocide » et parler d'autre chose. Oui, en parler, parce que c'est important, mais le Rwanda, c'est autre chose. Et voilà, j'espère que j'articule bien ça, parce que c'est un sujet assez lourd. Mais moi, j'ai vraiment ressenti ces réflexions comme ça, et c'est des réflexions que j'avais pas eues avant. J'ai beaucoup aimé Jacaranda, j'ai trouvé que c'était un roman doux amer sur la mémoire, la solidarité et la reconstruction. Mais je dirais que pendant les 3/4 du roman, j'aimais beaucoup ma lecture, j'apprenais beaucoup de choses. Il y avait des scènes très touchantes, il y avait des scènes plus douces, et la plume de Gaël Faye est très douce et très poétique. Donc je passais un bon moment, mais j'étais pas non plus transportée et 100% impliquée. Et c'est vraiment à partir des... même pas 100 dernières pages, je dirais même 80 dernières pages. À partir de ce moment-là, Gaël Faye, il a su vraiment m'agripper, parce que je pense que les 3/4 du roman, j'ai trouvé ça assez prévisible, dans le sens où les actions, les dialogues, les messages apportés, c'était ce à quoi je m'attendais quand j'ai ouvert le livre. Ça allait dans des messages peut-être un peu convenus, entre guillemets, auxquels je m'attendais. Mais justement, ces dernières pages dont je vous parlais, elles m'ont fait avoir 10 000 réflexions. À chaque page, il y avait un nouveau message et une nouvelle réflexion, et c'est un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir, en particulier ces dernières pages, notamment le sujet dont je vous parlais sur les jeunes générations rwandaises. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres réflexions, et je ne vais pas pouvoir toutes vous les citer, mais par exemple, pendant que je lisais le livre, et tout au long du récit, j'avais l'impression que le message de Gaël Faye, c'était un petit peu la parole libère, c'est important de s'exprimer, etc. Ce à quoi je m'attendais en ouvrant le livre. Et en fait, quand je l'ai terminé, je me suis rendu compte que le message de Gaël Faye, c'était ça, et en même temps, c'était pas complètement ça. Au final, le message, comment je l'ai ressenti, pour ma part en tout cas, pour moi, c'est plus, oui, la parole permet d'informer et de mettre des mots sur des ressentis, sur des passés, sur des génocides, et pour ne pas oublier, mettre des mots sur des images pour mieux comprendre et enseigner aux jeunes générations notamment. Mais surtout, chacun a sa propre manière de vivre avec son traumatisme. Et dans ce roman, si vous le lisez, vous rencontrerez des personnages qui parlent énormément, qui racontent leur vie entière, et dont notamment ce qu'ils ont traversé pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. Et il y a d'autres personnages qui, eux, vont se murer dans le silence.
et il n'y aura jamais de réponse jusqu'à la fin du roman. Et j'ai trouvé que Gaël Faye, et là encore c'est comment je l'ai ressenti, mais ce serait intéressant si vous avez ressenti des choses différentes, j'ai trouvé qu'il ne jugeait pas du tout ces personnes-là. Il n'était pas du tout en mode ces personnes qui n'ont pas parlé. Justement, j'ai trouvé qu'il traitait ces personnages-là avec beaucoup de douceur et de tendresse. Là encore, le message il est ambivalent. C'est comment on peut reprocher à ces personnes qui sont si traumatisées de ne pas parler. Si c'est comme ça que, si elles ne peuvent pas faire autrement, on ne peut pas leur reprocher. Mais en même temps, est-ce qu'on peut reprocher aux jeunes générations d'en vouloir à ce silence? Parce que c'est l'un aussi des thèmes de ce roman, c'est aussi, on voit que les générations qui n'ont pas vécu le génocide vivaient dans les non-dits et dans le silence. Et ils entreapercevaient ce qui s'était passé, mais ils ne comprenaient pas tout. Ils avaient juste envie de se poser et qu'on leur dise les choses. Et il y a des personnages qui apprennent très longtemps après ce qui s'est passé dans leur famille. Donc il y a cette frustration-là, et même frustration, c'est sans doute pas un terme assez fort. Et on ne peut pas leur reprocher à ces personnes de vouloir que les anciennes générations parlent de ce qui s'est passé. Mais en même temps, on ne peut pas reprocher aux générations qui ont traversé et subi le génocide de ne pas parler. Malheureusement, je ne peux pas trop vous en dire sur la fin parce que ça vous gâcherait le moment, je pense. C'est même évident. Mais je vous disais que la majorité du roman, je l'avais trouvé assez prévisible. Mais la fin, il y a quelque chose qui se passe à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je me disais, bon, bah là, il va se passer ça et tout. Et en fait, il ne se passe pas cette chose. Et j'étais prise au dépourvu. Et en fait, je me suis dit, mais c'est tellement logique. Et quand j'ai rencontré Gaël Faye, j'en ai parlé. Je trouve ça important de parler de ce roman et de le mettre en avant. Et de mettre en avant toutes les réflexions qu'il m'a transmises. Malheureusement, il y a quelque chose qui a un peu péché avec moi. Et vous allez sûrement être très étonnés. C'est l'écriture de Gaël Faye. Et Gaël Faye, c'est... j'ai son vinyle vraiment juste là à ma gauche, il est juste en face de moi. Gaël Faye, c'est l'un de mes artistes préférés. Je l'adore, j'adore ses chansons. Mais justement, ce que j'ai remarqué, c'est que j'apprécie beaucoup plus la plume de Gaël Faye dans ses textes de rap que dans ses romans. J'ai beaucoup aimé Jacaranda et Petit Pays, mais ce sont pas des romans qui m'ont non plus frappée. Il y a des scènes évidemment qui sont très touchantes, très émouvantes, et surtout c'est tellement important de lire ce genre de récit. Et il y a des choses que j'ai apprises encore sur l'histoire du Rwanda et comment on en est venu à ce génocide. C'est vraiment une idéologie qui a été plantée là par les colons qui a mené après à ce drame. Et je trouve que les textes de chansons de Gaël Faye sont beaucoup plus bruts. Je trouve que dans ses chansons, il utilise des mots beaucoup plus concis. Il est beaucoup plus concis dans ses chansons, donc il utilise des mots très précis et en une phrase, il me saccage. Et c'est peut-être justement parce que, étant donné que c'est un roman, il peut un peu plus prendre son temps, faire des phrases plus longues, donc ça lui permet d'être un peu plus poétique, un peu plus doux. Et c'est peut-être ça justement qui fait que je suis pas prise à 100% dans le récit. Dans ces textes de chansons, des fois j'en ai le souffle coupé tellement il me prend à la gorge. Et dans ces romans, c'est pas vraiment le cas. Et j'ai lu un avis Goodreads d'une personne qui disait exactement la même chose que moi. Donc je me suis dit, on est au moins deux sur cette planète Terre à ressentir cette chose-là. Et notamment, il y a autre chose aussi que j'ai remarqué dans ce roman, dans Petit Pays, je sais plus. Mais malheureusement, ça manque de chaud dans le tel pour moi. Par exemple, il y a un personnage qui est dans une situation où il a l'impression qu'il va mourir pas longtemps après. Voilà, je suis évasive pour pas... trop vous en dire sur le déroulé du récit. Et là, dans la narration, c'est écrit « il était terrorisé ». Mais moi, juste lire « il était terrorisé », ça ne me transmet rien. Si tu me décris qu'il convulse, que son visage est comment on appelle ça, est congestionné, c'est pas le bon terme, est contracté. Enfin, si tu me décris vraiment comment il est dans son corps, là je vais plus ressentir les émotions. Il y a notamment un autre passage aussi où un personnage apprend quelque chose sur l'histoire de sa famille et c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est quelque chose qu'il ne savait pas du tout. Et là dans la narration il y a écrit « j'étais sonnée ». Malheureusement il y a beaucoup de passages comme ça qui faisaient que malheureusement j'étais coupée dans l'émotion du texte. Du coup ça me donne envie de vous donner un exemple de texte de chanson assez rapidement. Mais notamment dans son album Lundi Méchant, il a une chanson qui s'appelle « C'est cool ».
Et c'est notamment une chanson dont les paroles parlent de ce que c'est d'être un enfant au Rwanda. Il y a une phrase notamment dans cette chanson. À un moment, il dit « Vivre hors champ de la caméra, c'est souvent ne pas exister. C'est quoi ces peuples qui crient à l'aide entre le fromage et le dessert ?» Et cette chanson, dès que je l'écoute, elle me touche toujours autant, même après beaucoup d'écoutes. Et c'est le genre de phrases que je vous disais qui, quand je les entends, elles me font quelque chose, quoi. Et je trouvais que malheureusement, ça manquait de ce genre de phrases dans ce roman. Peut-être un petit peu trop doux et poétique, mais en même temps, il y a des scènes quand même, évidemment, d'une violence extrême. Et sinon, en ce mois de septembre, dans l'idée de prolongement de l'été, j'ai lu Beach Read d'Emily Henry. Et autant vous dire que pour l'instant, je ne suis pas dans la hype du tout. Vraiment, je suis désolée, mais je pense que ce roman va faire partie des livres que j'ai le moins aimés cette année, de mes pires lectures de l'année. Parce que j'ai aimé très peu de choses dans ce roman au final. Déjà, moi j'aime les romances slow burn. Quand une romance n'est pas slow burn, j'ai beaucoup de mal à adhérer et à croire à la romance. Et là, autant vous dire que ce n'est pas du tout slow burn, étant donné que non seulement les personnages sont attirés l'un par l'autre dès le début du roman, c'est clair, même l'un envers l'autre, ils le sachent. Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Nabila. Il a dit bien sûr que oui. Mais en plus de ça, ils sont attirés l'un par l'autre, même avant le commencement du récit. Parce qu'ils se connaissaient quand ils étaient au lycée ou à la fac, je sais plus exactement, et ils étaient déjà attirés l'un par l'autre. Donc en fait, quand ils se retrouvent, en fait, c'est vraiment la continuation de l'attirance. Donc il n'y a aucun moment où nous, en tant que lecteurs, on sent l'attirance commencer à se développer. C'est vraiment là, dès le début. Et en plus, c'est direct dans la narration, sans aucune subtilité. He's so hot et tout. Vraiment, dès les premières pages, ils ont une scène contre une voiture où ils se tripotent les hanches et tout. Voilà, encore une fois, je lance mon appel à l'aide. S'il vous plaît, donnez-moi une romance slow burn, parce que là, j'en ai marre. Je ne vois pas d'amour entre les personnages de ce roman. Je ne vois pas d'alchimie. J'ai vu une attirance physique. Ça, oui. Ça, j'y crois totalement au fait qu'ils ont envie de se foutre entre les draps l'un de l'autre. Ma phrase était peut-être pas... Bref. Mais l'amour, vraiment, tout ce qui est décrit, c'est le physique des personnages. Et des fois, ils parlent... Oui, il y a des dialogues quand même entre eux. Les personnages, ils évoquent un peu leur passé, mais c'est tout. Donc je me dis, mais ils tombent amoureux de quoi ? Parce que tout ce qu'ils connaissent l'un de l'autre, c'est leur physique. Ils le connaissent bien. Leur passé est vite fait, ils ont un peu le même humour et tout, mais c'est tout. Et... Enfin, pour moi, ça manquait vraiment de quelque chose pour que je croie à l'amour. Mais là, en lisant ce roman, je me disais, je comprends qu'ils aient un crush, ça je le vois, mais alors l'amour, vraiment, ça m'a laissé de marbre tout du long. Et aussi, il y a deux choses qui ont fait que je voulais lire ce roman. Déjà, pour l'ambiance estivale, que je présupposais de ce roman, non seulement avec cette couverture et ce titre. Déjà, voilà, je pense ne pas abuser en m'étant imaginé que ce roman serait un roman estival, avec des scènes sur la plage, etc. Et il n'y a pas de scène sur la plage. Le livre pourrait se dérouler en plein cœur de l'hiver, ce serait exactement la même chose. Il y aurait peut-être une ou deux scènes en moins, mais vraiment ce serait la même chose. Donc, déjà... Quoi ? Déjà, je comprends pas. Il y a erreur sur la marchandise. Et aussi, surtout, au-delà de l'aspect estival, ce qui me donnait envie, c'était l'intrigue du roman, car on suit deux personnages, Augustus et January, je l'avais appelée Julia. January, et en fait, elle écrit des romances avec des happy endings, et lui, il écrit plutôt des thrillers, de ce que j'ai compris. Peut-être pas des thrillers, mais des romans contemporains avec des thèmes assez sombres et des fins justement assez tristes. Et quand le roman commence, ils font tous les deux face au syndrome de la page blanche, donc ils décident en défi et un peu dans une idée de rivalité, même si Rivals to Lovers pendant 2 secondes, vous voyez, ils décident de s'échanger les genres et d'écrire dans le genre de prédilection de l'autre. Donc Augustus écrit de la romance et January écrit un roman contemporain un peu sombre. C'était ça le prémisse et je trouvais ça grave cool. En plus, ça parle d'écriture, de syndrome de la page blanche, ça m'intéresse, étant donné que j'écris moi-même. Et ok, au début, ça parle quand même d'écriture et ils font beaucoup de rendez-vous pour
pouvoir avoir de la matière pour leurs écrits, mais très vite ça passe à la trappe, cet aspect-là. Et vraiment au bout d'un moment, dans le roman, j'avais limite oublié que c'était ça, le prémisse de base. À un moment, c'est vraiment que la romance entre eux, qui en plus n'est pas hyper bien approfondie et développée, j'ai trouvé. Enfin, c'est vraiment juste des scènes entre eux. Et à un moment, à la fin, au début et à la fin, en fait, on reparle de ce défi de s'échanger les genres, et je me suis dit ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça et que c'était ça qui m'avait attirée au départ. Je dois avouer aussi qu'il y a certains dialogues que j'ai passés parce que c'était vraiment des dialogues qui tournaient en rond et qui n'étaient pas très intéressants. J'ai trouvé que la majorité des dialogues entre Augustus et January, c'était même pas des dialogues où ils apprennent à se connaître, c'était des dialogues humoristiques où vous voyez, ils font un peu d'ironie second degré, et j'ai l'impression que c'était l'idée d'Emily Henry de nous montrer qu'ils avaient le même humour et qu'ils étaient connectés. Ça donnait juste des dialogues pas intéressants, où ils disaient juste des trucs sarcastiques. Par exemple, ils sont dans un restaurant et ils parlent d'une boisson ou d'un donut. À un moment, ils ont une discussion autour d'un donut, ils se disent des trucs sarcastiques sur le donut, mais moi, c'est pas comme ça que j'apprends à connaître quelqu'un. Faut pas que je fasse la mauvaise langue. Il y a quand même des dialogues qui sont un peu plus profonds, où ils apprennent un peu plus à se connaître, mais vraiment, c'était pas suffisant pour moi, malheureusement. Je me suis pas attachée au personnage. À un moment, il y a un drama autour de l'ex-femme d'Augustus, mais j'ai trouvé que ça servait à rien. C'était vraiment là pour rajouter un drama en plus et une petite crise des 80%, mais ça ne servait à rien, je vois pas à quoi ça servait. Et aussi, un truc que j'ai trouvé très dommage, on nous dit que le personnage de January est en deuil, mais malheureusement le deuil, je l'ai pas ressenti. Je trouve qu'il n'est pas du tout palpable dans le roman, alors que j'ai lu The Dead Romantics de Ashley Poston, je vous mets la couverture juste ici, au mois de juin, et c'est pas un roman que j'ai énormément aimé, mais là pour le coup, l'autrice, elle montre vraiment ce que c'est le deuil, et le personnage, il est en deuil, et c'est répété souvent, et elle pense énormément à la personne qu'elle a perdue, et on le ressent, le deuil. Et là, dans Beachweed, il y a quelques phrases de temps en temps où on nous dit qu'elle ressent un truc dans le ventre, tout ça, mais pour moi, c'est pas suffisant. Donc, bref, plein de petites choses comme ça, et mis bout à bout, ça fait que malheureusement, j'ai pas du tout aimé ce livre, et je l'ai quand même lu jusqu'au bout. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez plus de vidéos et de contenu de ce genre, n'hésitez pas non plus à mettre un j'aime et pourquoi pas à mettre un commentaire. Et si vous n'avez pas d'idée de commentaire, de quoi j'ai parlé au cours de ce vlog. Si vous n'avez pas d'idée de commentaire, on peut mettre un cœur violet comme la couverture de Jacaranda. Voilà, c'est la première idée qui m'est venue, donc on va faire ça comme ça. En tout cas, en attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous, faites attention à vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.